Salut à tous. On se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick et on va voir à quoi va ressembler son Barça. Alors c'est encore un petit peu tôt pour en parler parce que l'effectif n'est pas au complet et parce que le mercato n'a même pas encore commencé. Et c'est sûr qu'avec des recrues, ça peut changer quand même pas mal de choses. Maintenant ici on va se concentrer sur les fondamentaux dans son style de jeu et donc on va voir 3 points qui me paraissent quand même globalement rapidement réalisables au niveau de ce que veut mettre en place le coach allemand. On va commencer par le premier point qui est selon moi le plus évident, c'est au niveau de son pressing, contre-pressing et intensité. Aujourd'hui, ça me paraît quand même assez pertinent d'en parler parce que Laporta, justement, l'a évoqué publiquement, où il a avoué que la saison passée, il a été déçu du travail fait par le staff, notamment de Xavi, avec surtout ce qu'il a perçu, c'est que les joueurs n'arrivaient pas à garder le même rendement tout le long d'un match. Il y avait quand même beaucoup de fatigue qui se ressentait dès l'heure de jeu. Et donc c'est quand même assez évoquant et c'est quand même des mots forts employés par le président du Barça, donc, il veut du progrès. Il a déjà mis dans le staff d'Hansi Flick Julio Tous, comme vous le savez, qui est un préparateur physique avec un très très gros CV. Et donc, on attend des progrès. Maintenant, quand on se concentre sur le jeu, j'ai déjà dit, hein, pour moi, le pressing et contre-pressing d'Hansi Flick a été vraiment phénoménal et c'est ses deux plus grandes qualités dans le jeu. Si on compare à d'autres entraîneurs, par exemple, regardez, Guardiola, pour moi, c'est la référence ultime à ce niveau-là. Et quand on regarde, c'est déjà dans un premier temps un pressing qui est hyper bien travaillé, où il a tellement su progresser à ce niveau-là qu'aujourd'hui, il arrive à jouer très haut sur le terrain, mais en prenant quasiment aucun risque parce que c'est travaillé à la perfection. On voit que la position des joueurs est millimétrée, on voit que c'est toujours très précis et on voit qu'il y a une notion d'adaptabilité qui est très importante. Guardiola, aussi grand coach qu'il puisse être, il s'adapte à tout type d'adversaire. Même si c'est des nouveaux coachs, comme par exemple De Zerbi à Brighton avait un petit peu tenté de sortir de balles différentes, bah Guardiola a su s'adapter à cela. Ange Postecoglou, c'est la même chose. Guardiola a encore une fois su s'adapter et à chaque fois, il arrive à changer, on va dire, ses demandes au niveau des joueurs pour contrer des sorties de balles et pour réussir à récupérer des ballons hauts. Il arrive souvent à le faire et à marquer beaucoup de buts comme ça. C'est très efficace. Quand on regarde par exemple Liverpool aussi avec Jurgen Klopp, c'est une référence selon moi. Quand on regarde eux, c'est un petit peu différent. Déjà au niveau de la demande énergétique, on se rapproche plus de ce que fait Hansi Flick par rapport à l'entraîneur et les joueurs. Et je pense surtout que c'est une méthode où tu avances beaucoup en bloc. Tu arrives vraiment à faire en sorte que les joueurs soient unis et donc c'est comme ça que tu arrives à créer du surnombre dans les phases de construction de l'équipe adverse pour pouvoir récupérer des ballons. Et donc ça, c'est quand même très fort. C'est une méthode allemande aussi qui se rapproche encore une fois de celle d'Hansi Flick, qui lui, justement, pour moi, c'est encore un petit peu différent. Je trouve qu'Hansi Flick a une notion de prise de risque qui est énorme dans son pressing et dans son contre-pressing. Je m'explique. Quand on regarde souvent, on voit que le Bayern d'Hansi Flick a pressé des équipes en ayant 3 ou 4 joueurs sur le porteur du ballon. Ce qui est vraiment énorme, ce qui prouve qu'ils veulent à tout prix récupérer le ballon très haut, quitte à laisser beaucoup d'espace dans le dos. Et puis souvent, il y a une chose qui est beaucoup répétée, c'est qu'on va enfermer les joueurs sur les côtés. Généralement, quand une équipe veut sortir des ballons face au Bayern d'Hansi Flick, eh ben, quand ils veulent sortir le ballon sur le côté, c'est compliqué parce qu'ils vont vite se faire enfermer et on va emmener beaucoup de joueurs du Bayern dans cette zone-là pour pouvoir bloquer les espaces. Ça, on l'a beaucoup vu et je trouve que pour moi, la méthode pour sortir du pressing d'Hansi Flick, c'est surtout en jouant plein axe avec des joueurs très forts techniquement parce que si tu as un joueur qui arrive à faire des différences individuelles, souvent ils ont été mis en difficulté. Et ça, on l'a déjà vu. Parce que comme je vous l'ai dit, quand tu presses avec 3 ou 4 joueurs sur le porteur du ballon, c'est quand même assez démesuré. Et ça fait que si jamais le joueur arrive à s'en sortir, bah, il y a de grands espaces qui s'ouvrent. Mais en tout cas, voilà, là, on va pas non plus parler des limites ici. On va parler surtout d'un pressing quand même qui globalement est très fort. Si je le mets à côté de Guardiola et de Klopp, c'est pas pour dire qu'il est juste à côté d'eux, mais c'est quand même pour dire que c'est très fort et ça reste pour moi une référence, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est quand même très fort. Donc ici, je m'attends à ce que le pressing du Barça soit encore plus performant. Maintenant, quand on y pense, avec Xavi, c'était quand même un pressing qui était très bon à certains moments. Il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus efficace que d'autres. Et pour moi, le match référence, celui qui m'a le plus impressionné en termes de pressing et contre-pressing, c'était celui face à Naples. En Europa League, le match à l'extérieur, gagné par le Barça
sous le score de 4 buts à 2. Rappelez-vous, le pressing était vraiment, vraiment impressionnant. Je vous invite à aller regarder encore des vidéos de ce match-là si vous vous souvenez plus de cela. Mais vraiment, cet effort, il y avait beaucoup de prises de risques faites par le Barça. Et je m'attends vraiment à une équipe sous Hansi Flick aussi, très proche de ça, avec encore plus de prises de risques et avec une intensité tenue pendant plus longtemps sur le match aussi, dû à la préparation physique, selon moi, qui sera meilleure et plus efficace. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Moi, en tout cas, déjà, ça, c'est assez excitant. Et puis, j'aimerais dire une dernière chose pour terminer avec ce point-là, c'est que selon moi, quand dans ton équipe, tu as pas beaucoup de joueurs, on va dire, qui sont très bons à la finition. Quand on regarde par exemple Lewandowski est clairement en déclin et marque beaucoup moins de buts qu'avant. Quand tu regardes par exemple Lamine Yamal, il est encore très jeune et c'est pas un joueur qui peut tout de suite te garantir beaucoup de buts. Et globalement, voilà quoi. Par exemple, Fermin Lopez est arrivé, c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe alors qu'il joue très peu. Ça montre bien qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Et donc, je pense que quand tu es dans une situation comme ça, avoir un contre-pressing ultra efficace, c'est vraiment une bénédiction. Parce que quand tu récupères des ballons hauts, en ayant beaucoup d'espace directement à exploiter, tu peux marquer beaucoup de buts sans avoir des joueurs très forts au niveau de la finition parce que tu offres à ton équipe vraiment des situations très très dangereuses. Et Hansi Flick va apporter cela au Barça et je pense qu'il y aura beaucoup de buts qui pourront être inscrits après des récupérations très hautes faites sur le terrain. Donc ça peut vraiment être une très bonne nouvelle et ça peut être ultra positif. Maintenant, on va passer au second point et c'est au niveau de son utilisation des ailiers. Ici, on va parler aussi de l'utilisation de la largeur, qui est un point extrêmement important. Parce que quand on regarde par exemple Xavi, c'est un coach qui utilisait les cinq couloirs, hein, c'est un adepte du jeu de position. Là-dessus, je vous apprends absolument rien, mais souvent, enfin même toujours, il demandait à Lamine Yamal côté droit de coller la ligne, et côté gauche, il demandait au latéral, donc Cancelo ou Baldé, et donc il n'y avait pas vraiment d'ailier de pendant côté gauche, c'était une animation différente et qui n'était pas symétrique, qui était plutôt asymétrique du coup. Et donc par rapport à ça, quand on regarde Hansi Flick, c'est différent parce que lui, il a eu l'habitude de demander à ses latéraux de devenir des ailiers en phase de possession, donc qui devenaient très très haut sur le terrain mais qui collaient la ligne. Et donc les ailiers, eux, pouvaient rentrer dans une position un peu plus axiale. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que quand on regarde, par exemple, avec Xavi, il y a une chose que je n'appréciais vraiment pas, c'est que des fois, c'était un peu trop scolaire, un peu trop rigide dans l'animation et il n'y avait pas assez de permutations. Mais ça fait surtout que, par exemple, tu étais amené à avoir un joueur comme Lamine Yamal qui excelle techniquement. Pour moi, c'est vraiment de la folie ce qu'il propose balle au pied, mais il était cantonné à ce rôle, collé à la ligne, où il était très loin de ses coéquipiers et devait faire des différences seul. Alors que si par exemple il était un peu plus axial quelquefois et permuté par exemple avec le joueur dans le demi-espace droit, ça pouvait être ultra intéressant parce qu'à ce moment-là, il pouvait être plus proche des joueurs, de ses coéquipiers et dans une position où il serait plus facilement dangereux. Une position où si tu réussis un dribble tout de suite, tu peux ouvrir de grands espaces et te rapprocher du but tout simplement. Et donc par rapport à ça, c'est intéressant parce que ici, par exemple, un Lamine Yamal, du coup, avec Hansi Flick, aura un positionnement un peu plus axial. Il ne va pas non plus devenir un numéro 10, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il sera plus proche du numéro 9. Et pour moi, ça peut vraiment être intéressant. Et pour sa marge de progression, ça peut vraiment aussi être bénéfique pour lui. Parce que c'est un joueur qui est tellement fort qui arrive à performer en étant très loin de ses coéquipiers, en étant seul, en devant faire des différences contre un ou deux joueurs qui sont collés à lui à chaque fois qu'ils le tiennent au marquage. Et là, il aura encore, je ne vais pas dire plus d'espace forcément, mais l'opportunité d'avoir plus de chances de créer des choses, d'être décisif après ses dribbles directement. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et quand on regarde, par exemple, le Barça qui veut recruter Nico Williams, d'ailleurs, j'espère que ça va se faire, mais on verra par la suite. Bah, lui aussi, c'est un joueur, s'il peut se rapprocher un peu plus de l'axe et moins coller la ligne, il peut tout de suite être dangereux. Après, par rapport à ça, il faut voir au niveau des latéraux aussi. Parce que est-ce que tu as les latéraux vraiment pour proposer ce type de jeu? Je ne sais pas forcément. Côté gauche, Baldé, par exemple, sous Hansi Flick, je pense qu'il pourrait être ultra pertinent dans ce rôle-là, même s'il a prouvé que c'est un joueur qui a encore beaucoup de manques au niveau de la qualité de ses centres, un joueur qui a du mal à dribbler quand il est à l'arrêt. Il a quand même pas mal de choses à encore améliorer, mais il est très jeune et il pourrait très très bien le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand tu regardes côté droit,
si jamais Cancelo reste, pour moi, il peut très très bien le faire, hein, mais j'aimerais quand même plus le voir dans un rôle où il s'insère au milieu de terrain. Et ça, Hansi Flick, il l'a aussi fait. Donc voilà, il y a encore un doute à ce niveau-là, mais je pense que globalement, ça va être moins rigide sous Hansi Flick et que les ailiers vont un peu plus rentrer dans le jeu, ce qui, selon moi, est très bénéfique pour leur progression. Après, attention, il faut voir au niveau des ailiers, est-ce que vraiment ils sont performants? Parce que Lamine Yamal, c'est un grand oui. Maintenant, côté gauche, s'il n'y a pas vraiment de recrues, si tu fais jouer des joueurs comme Ferran Torres par exemple, là, je préfère qu'il ne soit pas sur le terrain tout court. Maintenant, pour terminer sur ce point-là, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que Hansi Flick n'a jamais utilisé 4 milieux de terrain quand il a été entraîneur. Et je me demande s'il pourrait le faire là avec le Barça qui a beaucoup de milieux de terrain. Ça peut être intéressant. Est-ce que par exemple Pedri pourrait être utilisé dans ce rôle de faux ailier qui va repiquer un peu dans l'axe? Ça m'intéresse fortement et c'est ça que je me demande. J'ai aucun doute sur le fait que les ailiers auront un rôle différent, comme je l'ai dit. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, est-ce qu'il pourrait changer un petit peu son plan de jeu? Ça, je ne sais pas. Maintenant, pour terminer, on va justement parler des milieux de terrain et de l'utilisation d'Hansi Flick. Parce que, bon, on en a déjà entendu parler, Hansi Flick compte sur Frenkie de Jong, il compte sur Gavi, sur Gundogan, bref, il compte sur tous les milieux de terrain, hein, par rapport aux infos qu'on a vues. Maintenant, comment il va les utiliser? Dans un premier temps, voilà, on parle essentiellement de 4-2-3-1 avec un double pivot et un numéro 10, ce qui est vrai. Après, c'est modulable, comme je vous l'ai dit, il y a une animation à voir. Mais par rapport à ça, son numéro 10 au Bayern, c'était Thomas Müller. Et Thomas Müller, ce qu'il t'apportait, c'était tout simplement un pressing assez dingue, parce qu'il était très intelligent et parce qu'il faisait les efforts à répétition. Il a besoin d'un numéro 10 capable de déclencher le pressing et de faire de très très gros efforts. Et pour moi, il y a deux joueurs qui me paraissent totalement évidents au Barça dans ce rôle-là. Le premier, c'est Gavi. Moi, je suis persuadé que sous Hansi Flick, Gavi sera utilisé au poste de numéro 10 ou globalement proche du numéro 9 qui va souvent déclencher et assurer le pressing de l'équipe. C'est comme ça que je le visualise et je pense qu'il sera important dans ce rôle. Un autre joueur qui peut le faire, c'est Fermin Lopez. Lui aussi, évidemment, une grosse débauche d'énergie, beaucoup d'agressivité. Il va être très important dans cette zone-là et surtout si Lewandowski reste, il te faut un joueur comme ça pour t'assurer beaucoup d'activité, ce que Lewandowski ne pourrait pas faire. Et puis, bah, quand on regarde par exemple sous Xavi, c'était Gundogan qui avait ce rôle-là. C'était lui qui avait cette position avancée et qui déclenchait le pressing. Lui, c'était un peu moins de débauche d'énergie, évidemment, que Gavi et Fermin qui sont assez dingues à ce niveau-là. Mais lui, c'était beaucoup plus un pressing, on va dire, assez intelligent, où il a la science du placement et il peut faire de grandes différences à ce niveau-là. Mais je pense que sous Hansi Flick, par contre, va être utilisé dans le double pivot. En soi, comme on l'a vu avec la Mannschaft. Il l'avait utilisé dans un rôle où il était très important à la création. Et c'est intéressant dans un sens parce qu'il est très très fort pour créer le jeu, pour dicter le tempo, ça on le sait. Maintenant, c'est un joueur qui a moins cette capacité de projection et je trouve que justement quand il est plus haut sur le terrain, ça lui facilite la tâche. Mais quand il part de plus loin, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Après, attention, hein, il a quand même de beaux restes encore, il a quand même une bonne activité sur le terrain, hein, Gundogan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus un Frenkie de Jong par exemple, qui justement lui aussi, je pense, sera dans double pivot. Là-dessus, j'ai pas vraiment de surprise, il n'y a pas une info folle à vous lâcher à ce niveau-là. Je pense qu'il va jouer au même poste que sous Xavi et qui va surtout, en termes de grande différence, un peu plus se projeter et sera plus proche de la surface adverse à beaucoup de reprises. Donc là, ça va être intéressant, mais voilà. Par rapport à tout ça, ce que je veux dire, c'est que il va utiliser un numéro 10, généralement, qui va t'assurer le pressing, et un double pivot avec beaucoup de qualités techniques. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a souvent joué sans véritable pivot, sans véritable numéro 6. Et peut-être qu'au Barça aussi, il va le faire si le club n'arrive pas à recruter un joueur vraiment performant. Donc ça peut être intéressant à suivre. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Et puis là, vous voyez que j'ai parlé de Gavi, de Fermin, de Gundogan, de De Jong, mais pas de Pedri. Et on en revient à ce que j'ai dit quand je parlais des ailiers. Je ne sais pas s'il va utiliser Pedri dans ce rôle de faux ailier ou dans ce rôle de numéro 10. Et personnellement, je pencherai plus sur le rôle de numéro 10 derrière l'attaquant, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que Pedri, quand il est à 100% physiquement, c'est un joueur qui peut te courir, on va dire, plus de 11-12 km en un match, t'assurer une grande activité. Il est très intelligent dans son pressing et contre-pressing aussi. Donc je pense qu'il va être utilisé comme ça. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Gavi, lui, sera pas apte tout de suite au début de la saison. Donc par rapport à ça, Pedri serait, selon moi, le numéro 10 au début de saison, avec Gundogan et De Jong peut-être qui vont se concurrencer l'un et l'autre dans ce rôle au niveau du double pivot
un peu plus bas. Je ne sais pas trop comment il va gérer la concurrence, mais en tout cas, j'imagine vraiment cela se dessiner de la sorte. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme je l'ai dit, on aura le temps d'en reparler quand le mercato va avancer, quand on aura d'autres pistes, d'autres informations aussi, pourquoi pas, qui vont tomber. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je vois le Barça de Hansi Flick. Je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.